Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Au sommaire d'Oser investir, mon cher Thomas. C'est la rentrée, Laurence, ça n'aura échappé à personne. On va donc s'intéresser aux dépenses, comment réduire notre budget court sens privé. Et puis peut-on emprunter de l'argent aujourd'hui facilement alors que le contexte économique est très tendu. Pour en parler, nous sommes avec Bruno Rouleau, délégué général de la Fédération du courtage et du crédit. Et puis on terminera avec l'épargne de précaution. C'est quoi? Ça fonctionne comment? Et comment fait-on pour en créer une? Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, pour démarrer la saison, vous allez donc non pas nous donner un conseil sur l'investissement, mais plutôt sur les dépenses, car c'est bientôt la rentrée forcément, et avec l'inflation, tout le monde cherche à réduire son budget course. Mais est-ce qu'on peut vraiment le faire sans se priver? Oui, Laurence, et c'est même possible sans sacrifier d'ailleurs la qualité. Commençons par l'alimentation. Est-ce que vous savez, Laurence, qu'une famille avec enfants dépense environ 472 € par mois pour se nourrir? Alors pour faire attention à son budget, le premier réflexe, c'est d'organiser ses repas à l'avance. On planifie pour la semaine, on dresse une liste de courses précises et on évite des achats d'impulsion qui alourdissent la note. Il faut aller à l'essentiel. D'accord, donc si on vous suit bien, le secret, c'est la planification. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui marche pour alléger cette fameuse addition en magasin? Un certain nombre de choses. D'abord, comparer les prix au kilo, privilégier les marques distributeurs, mais en regardant quand même bien les étiquettes de composition des produits, et surtout acheter en fonction des saisons. On peut aussi privilégier les producteurs locaux qui vous proposent des produits frais, les promotions en fin de marché, c'est aussi une piste à ne pas négliger. Et pour terminer sur ce point, il ne faut pas non plus négliger les commerces en bas de chez nous. Ils ne sont pas toujours les plus chers et ils vous permettent de gagner du temps et d'éviter les frais pour vous rendre dans les zones commerciales. Ouais, bon, en même temps, parfois on craque, on a le droit aussi à un petit plaisir, un paquet en plus dans le caddie, alors on fait comment? On ne se prive pas, Laurence, quand même, on ajuste. Plutôt que 3 paquets de biscuits, on va en prendre un seul et on va s'adapter. Et puis en cette période de rentrée des classes où il faut remplir les cartables de nos enfants, et on compare les prix afin de s'assurer de payer le juste prix. Les mots d'ordre, c'est toujours comparer et arbitrer. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité, Thomas, ce matin, nous sommes avec Bruno Rouleau, délégué général de la Fédération du courtage et du crédit, qui réunit et représente les acteurs de l'intermédiaire bancaire. Bonjour Bruno Rouleau. Bonjour Laurence, bonjour Thomas, bonne rentrée. Bonjour. Vous aussi Bruno. Bruno Rouleau, le calendrier de la rentrée, il est assez brûlant, ça n'aura là aussi échappé à personne. Le 8 septembre, François Bayrou fera face au vote de confiance du Parlement, qui peut se transformer en vote de défiance. Le 10 septembre, le mouvement On bloque tout et l'agence de notation Fitch, pour ne citer que celle-ci, doit faire connaître la note de la France le 12 septembre. Alors, ma première question, que peut-on attendre sous l'angle économique et financier de cette séquence qui s'ouvre à nous? Oui, parce que sur le plan politique, je suis pas compétent pour le faire. Sur le plan économique, et plus particulièrement concernant le crédit, c'est bien évidemment l'impact sur les banques qu'il faut analyser. On entend et on lit de part et d'autre ces derniers temps un certain grippage. En fait, les banques sont dans l'hypothèse, dans la construction de différentes hypothèses en fonction de ce qui va se passer le 8, mais surtout en fonction de ce qui peut passer le 12 et après le 8. Donc aujourd'hui, on a une incidence. En plus, c'est une séquence qui est doublement ou triplement problématique parce que on a aussi la montée en puissance des effets de l'évolution de la taxation des douanes par les États-Unis. Et puis enfin, on a une tension économique et sociale interne en France qui fait que on a une montée des défaillances d'entreprises. Donc les banques sont un petit peu en stress sur plusieurs points et du coup la délivrance et le robinet du crédit peut en subir les conséquences. Alors on va en parler dans un instant des banques, mais je voudrais rester un instant aussi sur ce qu'a dit Patrick Martin, le président du MEDEF, lors des journées du MEDEF qui se sont déroulées cette semaine. Il a dit: on ne joue pas avec l'économie, en pointant l'irresponsabilité des politiques dans cette période. Alors on risque d'atteindre les 67 000 défaillances d'entreprises en 2025, soit quand même 28% de plus qu'en 2019. Du coup, risque de remonter du chômage, je pense que tout le monde l'aura compris ainsi. Forcément, tout ça va avoir des conséquences. Perte de confiance, donc on n'investit pas ou on n'investit plus.
Alors, on n'investit pas ou on n'investit plus, on regarde, et quand je parle à l'investissement, il n'y a pas que l'investissement technologique ou industriel, il y a aussi l'investissement humain qui va avec, et vous faisiez état des conséquences sociales, bien évidemment, et puis surtout, on va essayer de rationaliser, parce qu'en plus de ça, on est dans une période où la digitalisation arrive à peu près dans tous les domaines, donc la priorisation des investissements des entreprises risque de faire des arbitrages, de rendre des arbitrages qui vont être compliqués à vivre socialement. Alors concentrons-nous maintenant effectivement sur le crédit, c'est votre sujet Bruno Rouleau. Quelles vont être les conséquences sur le crédit très concrètement si le scénario que j'ai évoqué en début d'interview se réalise ? Alors, la première chose déjà, c'est l'impact sur la cotation de la France. On a parlé de Fitch, mais après les autres vont suivre très rapidement dans les semaines qui vont arriver. Faut savoir que ça a une incidence sur le taux des dettes qu'émet l'État français, et donc l'OAT ou le TEC, qui est plutôt son marché d'occasion, si vous voulez, fictif. Dans ces conditions-là, il est évident que les banques qui ne se refinancent pas, contrairement à ce qu'on peut entendre de temps en temps sur ces sujets-là, font quand même attention, parce que c'est ce qui va déterminer le niveau de provision qu'elles doivent avoir, puisqu'en France, on prête à taux fixe. Donc, on ne va pas avoir de décalage qui va pouvoir se poursuivre comme on a aujourd'hui. Le TEC 10 était hier à 3,52. On a des prêts qui aujourd'hui, sur des maturités de 3,20, sont entre 3,35 et 3,45 là-dessus. C'est-à-dire qu'on est au montant de l'OAT. C'est-à-dire que la banque, aujourd'hui, ne peut supporter aucune provision pour risque, et elle n'a pas de marge de manœuvre sur tout ce qui est ses fonctionnements internes, etc. Est-ce à dire, Bruno Rouleau, que pour le particulier, les taux de crédit risquent de remonter ? C'est un risque évident qui se pointe. Alors déjà, on voit bien que la Banque centrale européenne, qui avait donné un signal en disant qu'elle arrêtait sa politique de baisse des taux, fait que les banques en général, était positionné sur une période plutôt rassurante dans le sens de la visibilité, mais derrière, effectivement, c'est la conjonction avec le reste. Et puis, l'épargne, puisque la banque, elle, est consultée pour pouvoir faire, en fait, et contrôlée, pour pouvoir faire un rapport, ce qu'on appelle le coefficient d'emploi, c'est-à-dire un rapport entre ses ressources, sa collecte, et les crédits, et la durée des crédits. Donc oui, on aura à la fois une exigence sans doute sur l'apport personnel, une prise de risque qui sera davantage maîtrisée, et une hausse des taux d'intérêt qui vont être proposés. Donc vous misez sur une hausse des taux ? Oui, bien évidemment. Ok. Alors, moi, vous avez commencé à en parler, je voudrais vous entendre sur le sujet du comportement des banques dans cette période. Vous avez laissé entendre que les apports vont être repensés, rediscutés avec les banques. Ça veut dire que, très concrètement, en dehors de la hausse des taux, on doit s'attendre également à des conditions d'accès au crédit qui soient encore plus sévères. Alors sévère, j'utiliserai pas ce qualificatif parce que elles sont déjà très encadrées. Simplement, elles seront plus sélectives en ce qui concerne les projets qui vont être accordés. Et effectivement, pourquoi apport personnel plus important ? Parce que on a un effet, c'est pour ça que je parlais de séquences compliquées, c'est que le marché immobilier, il n'y a pas de relance. On a un tassement, même si on parle de négociations et de transactions qui sont en hausse, mais c'est par rapport à un 2024 qui a été catastrophique. Et surtout derrière, on voit une remontée des prix, puisqu'il n'y a pas d'offre. Donc il y a la remontée des prix. Donc le risque pour la banque, il se situe aussi sur la qualité du bien et sur la valeur et de la marge hypothécaire du bien. Donc on a effectivement sans doute à attendre un durcissement, ou en tout cas une plus grande exigence de la part des banques. Alors vous l'avez dit, on va y rester un instant, que le marché immobilier est quand même compliqué au moment où nous parlons. Les taux risquent de remonter, vous misez là-dessus. Les conditions vont amener des dossiers plus sélectifs encore auprès des banques, ce qui veut dire que le marché de l'immobilier, tel que vous le percevez, lui-même va pas se dégripper dû à tout ça. Je ne vois pas se dégripper. En tout cas, il n'y a pas de signe avant-coureur qui permettrait un dégrippage. Premièrement, parce que l'inflexion législative, elle n'est pas là. Et surtout, si on rentre dans une séquence politique qui va être compliquée, parce que c'est pas que seulement le vote de défiance, c'est toutes les conséquences derrière pour reconstituer un gouvernement et surtout voter un budget. Je vous rappelle que déjà en 2025, on a galéré pour pouvoir en avoir un. Et la deuxième chose, et là, pour le coup, c'est propre aux banques, c'est que les banques n'avaient pas misé sur une production de crédit très importante. Elle était plutôt ISO par rapport à 2024. Les banques ont fait le plein sur 2025, sur le premier semestre. On a une progression des crédits de l'ordre de 50%, toujours avec un référentiel très bas, mais
il est là, et du coup, elles ne sont pas forcément enclins à pouvoir augmenter et à continuer à progresser dans la production de crédit. Donc, on va avoir une question de rationalité qui va s'imposer aux banques. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'au moment où nous parlons, la fin août, début septembre, vous dites sur l'antenne de Sud Radio que les banques ont fait le plein au niveau de leurs objectifs, donc ça veut dire que le trimestre qui s'ouvre à nous jusqu'à la fin de l'année, ils vont pas être à l'écoute d'efforts particuliers pour leurs clients. Sauf si jamais on leur donne des gages au niveau politique d'une certaine stabilité et de ne pas avoir durci l'encadrement des banques. Oui, on ça voit n'en bien prend pas de chemin. Oui, on voit bien l'Italie qui est en train de réfléchir à encore augmenter la taxation sur les flux bancaires. Donc, forcément, on est dans l'Union européenne et on se pose cette question-là. Alors, moi, j'ai une question pour vous. J'ai quasiment une ultime question pour vous, Bruno Rouleau. Alors, moi, je me mets dans la peau du particulier de nos auditeurs qui nous écoutent ce dimanche matin. Ils ont quand même des économies. Tout ça doit les inquiéter parce qu'on voit bien les sondages qui sortent les uns derrière les autres et on voit bien une inquiétude de la part des Français. On fait quoi de ces économies? On les met où? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement? Concrètement, je vais aller à l'encontre de ce qui se dit beaucoup et de ce qui est espéré de la part de certains acteurs économiques ou politiques. L'épargne de précaution, à mon avis, elle va revenir aussi dans ces périodes d'incertitude comme étant un vecteur. On en parlera dans un instant. Oui, exactement. Alors, même si le livret A a baissé à 1,70 depuis le 1er août, ça reste un élément sûr. Donc, les décollectes qu'on a pu constater, elles vont se réengranger. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense que les Français vont, en tout cas les épargnants, ceux qui ont un petit peu d'avance, vont rester sur des produits où ils pourront garder une certaine liquidité et une certaine sécurité dans ces périodes d'instabilité. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas aller en bourse ou on peut envisager d'aller en bourse ? On peut y aller, mais avec des supports qui sont adaptés à son propre patrimoine pour pas se mettre en difficulté en cas de besoin ou de saisir des opportunités. Et puis la deuxième chose, il faut vérifier que ces supports en bourse soient effectivement sécurisés au maximum. Je doute que le marché des actions reçoive directement, je parle bien directement et pas par des ETF ou des produits des OPCVM, des efforts d'épargne dans tous les cas. Donc pour se résumer, Bruno Rouleau, et avant de se quitter, ce que vous préconisez au moment où nous parlons, c'est de faire de l'épargne de précaution dont on va parler d'ailleurs dans un instant. C'est pas ce que je recommande en général, mais là, pour le coup, dans une séquence comme celle-ci, c'est effectivement ce qu'il faut faire pour privilégier, et notamment pour les petits épargnants. J'insiste lourdement sur les petits épargnants. Merci à vous. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Laurence. Merci. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la Fédération du courtage et du crédit. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Alors Thomas, justement, on entend souvent parler de l'épargne de précaution. Concrètement, ça sert à quoi? Laurent, c'est le petit matelas de sécurité dont on a tous besoin. Il sert à absorber les imprévus du quotidien. Une panne de voiture, un réfrigérateur qui vous lâche. Plus grave, une perte de revenus, ça arrive malheureusement. Et l'idée, c'est de ne pas se retrouver dans le rouge ou forcé d'emprunter à la moindre dépense surprise. Alors bien entendu, mais on met combien de côté pour être tranquille? Alors les spécialistes, ils conseillent entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Ça veut dire que si vous dépensez, on va dire 2300 € par mois, ce qui est selon l'Observatoire des inégalités, le budget moyen mensuel de dépenses d'un ménage en France, l'idéal serait d'avoir entre 6 900 et 13 800 € en réserve. Alors bien sûr, on peut y aller progressivement, même 1000 ou 2000 €, c'est déjà un commencement de filet de sécurité à construire avec le temps. D'accord, une fois qu'on a décidé combien, en tout cas le montant, on met ça où? Pas sous le matelas, ça c'est une certitude. Le but c'est que l'argent reste disponible et sécurisé. Notre invité nous disait qu'évidemment, il y a par exemple le livret A, et on va le préconiser aussi à notre tour, ou le livret d'épargne durable et solidaire. C'est sûr que ça rapporte pas beaucoup, c'est 1,70%, mais dans le même temps, c'est sécurisé. Donc, ou le livret jeune d'ailleurs pour les moins de 25 ans. Pas de risque, totalement disponible et exonéré d'impôts, Laurence. Merci beaucoup, mon cher Thomas, et on vous retrouve le week-end prochain. Avec grand plaisir. Allez. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.